ce qu'elles vivent est tellement insoutenable, parfois elles sont tellement isolées, que la seule façon de cesser cette souffrance, c'est de mourir. C'est le passage à l'acte, c'est le suicide. Il y a des mots qui ne blessent pas, ils détruisent. Des tu qui tuent. Tu exagères, c'est de ta faute, personne ne te croira. Sans moi, tu n'es rien. Relations toxiques, love bombing, gaslighting, pervers narcissique, traitement silencieux, ascenseur émotionnel. Dans les mots qu'il tue, elle raconte ce que la justice a mis du temps à nommer le suicide forcé. Elle est journaliste, experte des violences conjugales. Elle les a vécues. Pour info, Michel Fine. Bienvenue Michel, merci infiniment d'être la 7e invitée de notre podcast Pour Info. Prenez place, Merci je remonte votre infiniment livre. de m'avoir invité. Michel Fine, les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé, violence conjugale, la face cachée. Vous définissez un lexique des mots qui tuent. On va prendre le temps de les décortiquer, ces mots qui tuent. Vous faites une galerie de portraits. Ouais. Et avant d'entrer dans cette galerie, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes une journaliste, vous êtes passée partout. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que vous avez fait. Une journaliste d'investigation, vous avez travaillé sur énormément de sujets. On vous a vu, on va en parler de Bertrand Cantat dans le docu Netflix sur Bertrand Cantat. On va prendre le temps d'en parler de lui et de sa femme et de comment elle s'est suicidée. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous parce que vous dites que vous avez subi un terrorisme intime. Que voulez-vous nous raconter de votre expérience personnelle avant de parler des autres ? Moi, j'ai eu un épisode, j'arrivais pas à le dire, c'est marrant, hein, on m'a posé la question en interview pendant le Netflix Cantat, on me disait, est-ce que vous pouvez dire, j'ai été victime de violences conjugales ? J'arrivais pas à le dire. Pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé pendant quelques mois, sur une période de 2 ans à peu près. Je suis partie, j'ai essayé de partir plein de fois et je suis revenue plein de fois. Et quand je dis terrorisme intime, c'est une expression qui m'a parlé, qui a été inventée par un psychologue américain. C'est en partie ce que j'ai vécu et ce que vivent les femmes victimes de violences conjugales. Alors, c'est pas la violence conjugale, les coups, hein, c'est la violence psychologique. C'est une violence qui ne se voit pas. C'est une violence qui isole, qui détruit de l'intérieur, qui commence par un isolement. Vous êtes avec quelqu'un qui vous isole. De vos proches, de vos amis, qui s'énervent à chaque fois que vous sortez, qui peut vous appeler toutes les 5 minutes, quand est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, t'es avec un mec. Alors finalement c'est plus simple de rester à la maison. La jalousie possessive aussi que vous décortiquez. Totalement obsessionnelle. Totalement obsessionnelle qu'on voit chez Cantat. La jalousie, c'est très profond et c'est à la racine de beaucoup de suicides forcés. C'est un des indicateurs, c'est un des red flags, des drapeaux rouges auxquels il faut faire attention dans ce genre de relation, parce que vous avez l'isolement, vous avez le contrôle, notamment le contrôle du téléphone, vous avez la jalousie pathologique. Et puis, une fois que vous êtes isolé, ces gens-là, je les appelle ces gens-là, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une catégorie à part, commencent à vous dénigrer. Alors, ça commence par des petites choses sous couvert d'humour, des petites critiques. Toutes les femmes que j'ai interviewées, tous les hommes que j'ai interviewés me disent ça peut être t'es pas une bonne mère, tu sais rien faire, t'es pas bonne au lit, tu sais pas faire la cuisine, t'as vu comment tu t'habilles, etc. Juste vous, avant de vraiment, on va prendre le temps, on a le temps, on a quasiment 1 heure, mais vous racontez que le 10 mars 2018 à 14h, vous êtes au tribunal judiciaire de Nanterre. Comment vous en êtes sorti de cette emprise ? Moi, ce qui m'ennuyait dans cette histoire-là, c'est que plusieurs fois j'ai dit je pars, c'est insupportable, et à chaque fois j'y revenais. Vous dites plusieurs mois sur 2 ans, c'est ça ? Ouais, sur 2 ans, avec des coupures. Hein. Okay. Et donc je me dis, et au moment où je commence à vouloir partir, la violence physique vient, des gifles. Ça arrive 1 ou 2 fois, et là je me dis, j'arrive pas à m'en sortir, donc la prochaine fois, s'il y a à nouveau un épisode de violence, j'appelle les flics et la justice fera peut-être le boulot que moi, j'arrive pas à faire. Elle l'a fait ? Alors, j'appelle les flics un jour, il y a une violence physique, j'appelle les flics qui viennent et là, ça a été un parcours du combattant pour arriver à le faire placer en garde à vue, à le faire traduire devant le tribunal, mais j'y suis arrivée. Moi, journaliste, moi qui connais la justice, les rouages, etc., j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça a été compliqué.
parce que j'avais l'impression que le procureur me prenait pas au sérieux, par exemple, parce que peut-être il y en a trop, parce que finalement c'est pas grave, c'est minimisé. Et donc j'y arrive. Et je vais jusqu'au tribunal. Et je vais jusqu'à une audience en comparution immédiate avec 3 femmes, présidentes et assesseurs, dont je sens qu'elles prennent la mesure de la dangerosité de la situation. Et elles se retirent pour délibérer. Et pendant le délibéré, j'attends. Et je suis dans la cour du tribunal, je me vois encore. Et là, je sens un truc. Je sens une espèce de trou dans mon ventre, de craving, de besoin d'y retourner. Vous avez faim. Le craving, c'est l'addiction. C'est comme l'addiction de l'alcoolique, c'est le besoin de prendre un verre. Vous manque. Il me manque. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Tu es en train de le faire condamner, tu es en train de mettre fin à ton calvaire et tu as envie d'y retourner. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je me dis, il faut que je comprenne. Et je cherche. Je cherche sur Internet, je cherche sur des livres, je passe des mois et des mois à chercher, à lire des choses sur la violence conjugale. On est en 2018 à l'époque. On est en 2018, oui. Vous trouvez ? Oui, je finis par trouver plein de choses. Vous trouvez quoi ? Trouve plein de choses. La première chose que je trouve, c'est un bouquin de Bruno Patino qui s'appelle « Le syndrome du poisson rouge ». Et dans un chapitre, Bruno Patino raconte un truc qui m'a fascinée et qui m'a tellement fait comprendre, qui s'appelle la boîte de Skinner. Burry Skinner, c'est un psychologue américain. Et dans les années 30, il fait une expérience avec les rats sur le conditionnement. Il enferme des rats dans une boîte, il leur donne à manger. Les rats, ils appuient sur un bouton, ils ont à manger régulièrement. Au bout d'un moment, ils ont plus faim, ils mangent pas tout, ils se détournent de la nourriture, ils s'en foutent. Et là, Burry Skinner, il a une autre idée. Il leur donne à manger de manière aléatoire. Des fois, ils n'ont pas de boulette. Des fois, ils ont une boulette. Des fois, ils en ont 3. Des fois, ils ont beaucoup. Des fois, ils n'ont rien. Et là, ils mangent tout, ils deviennent dingues. Et donc, la conclusion de la boîte de Skinner, c'est que c'est le fait de ne pas savoir si on va avoir à manger ou pas, c'est l'incertitude qui crée l'addiction. En fait, ça crée des shoots de dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Et là, ça m'a parlé. Parce que, c'est ça que vous ressentiez au tribunal dans votre ventre ? Oui, c'est ça que j'avais ressenti quand j'étais sous l'emprise de cette violence, parce que la femme victime, comme je l'étais, de violence conjugale, ne sait pas quand la porte va s'ouvrir et que l'auteur va rentrer, ou l'autrice, parce qu'il y a des femmes, si elle va avoir de l'amour ou de la haine, des insultes, de la violence ou un bombardement d'amour. Et c'est ça qui crée l'addiction. C'est la dopamine. On va vraiment prendre le temps tout à l'heure de faire tout ce lexique, love bombing, ascenseur émotionnel, mais juste là, on parle d'une scène en 2018, nous sommes en 2026, ça fait 8 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sortie de cette emprise ? Ah oui, je suis sortie. En fait, c'est la justice qui m'a aidée à en sortir. La justice l'a condamné, lui, et surtout a fait quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a eu une ordonnance de protection de 2 ans. Pendant 2 ans, il n'a pas eu le droit d'entrer en contact avec moi. Donc, je suis passée à autre chose. Mais j'ai continué à chercher. J'ai continué à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Et je me suis dit que, en fait, c'est tellement étrange ce qui se passe que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. C'est impossible de comprendre les mécanismes. C'est impossible de comprendre qu'une femme qui subit l'insupportable y retourne. Et ce que je me suis dit, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas en vouloir aux femmes. Et justement, quelles étaient les réactions de vos proches quand vous en parliez ? Si vous en parliez d'ailleurs, peut-être que vous n'en parliez pas. Non, j'en parlais en disant c'est de l'emprise, mais je ne comprenais pas tout. Les proches, en fait, mes proches, ils sont comme tous les proches de femmes victimes de violences, c'est qu'ils sont très déstabilisés, ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont déstabilisés par le fait que souvent on dit je vais le quitter, j'en peux plus, et on y revient. Et donc ils se disent finalement, c'est peut-être elles le problème, elles aiment ça. Il y a ça dans l'imaginaire des proches, mais aussi de la police, de la justice, etc. C'est la zone grise que vous expliquez très bien. C'est l'envie d'y retourner. C'est le livre de Bruno Patino, c'est cette addiction. C'est une addiction. Ouais. Moi, j'ai découvert, j'ai fait un chapitre de mon livre qui s'appelle Notre cerveau ce dealer. J'ai découvert, je simplifie les choses évidemment, c'est
que notre cerveau nous envoyait de la dopamine, des endorphines, un truc qu'on appelle la kétamine-like, etc., des substances qui font qu'on est accro, que le cerveau nous anesthésie. Et justement, des fois, ça va tellement loin que ça va jusqu'au suicide forcé. Ça, c'est un concept encore en très grande partie méconnu. Qu'est-ce que c'est le suicide forcé ? Le suicide forcé, légalement, c'est le harcèlement moral dans le couple qui mène un des membres du couple ou ex-membre du couple au suicide. Le suicide forcé, c'est un enfermement. Moi, j'ai une image en tête qui était un peu mon image. J'ai l'image d'une femme dans une prison de verre. C'est une prison invisible. Elle est à l'intérieur de cette prison, elle est enfermée, personne ne le voit. Tout le monde passe à côté d'elle, personne ne la voit. Et à la rigueur, dans cette prison de verre invisible, la porte est ouverte et elle ne voit pas que la porte est ouverte, elle est incapable d'en sortir. Elle vit un enfer. Ça vous est arrivé ? Oui, bien sûr. Cette prison de verre. Oui, prison de verre, oui. Oui. Et donc parfois la seule issue dans cet instant T. Alors ça m'est pas arrivé d'avoir envie de me suicider, mais quand j'ai découvert la notion de suicide forcé et quand j'ai découvert les chiffres, parce que les chiffres ils sont hallucinants. Les chiffres c'est 906 victimes de suicide forcé. Alors victimes et tentatives de suicide. Voilà, on va prendre la loi mélange. L'avantage c'est qu'on a le temps. Alors déjà la loi en 2020. Vous l'expliquez très bien, voté le 30 janvier 2020, article 222-33-2-1 pour ceux qui sont sur leur ordinateur et qui vont le regarder, le code pénal. Le fait de harceler son conjoint est puni de 3 ans d'emprisonnement. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Et il y a 910 victimes de suicide forcé, c'est-à-dire 107 féminicides directs et vous rajoutez les féminicides indirect. Le suicide forcé, on appelle ça un suicide indirect. C'est ça. Il y a 906 femmes victimes et 143 hommes l'année dernière. Ouais. Alors, suicide et tentative de suicide. Combien de suicides, on ne sait pas, c'est un chiffre noir. Ils ne font pas la différence entre suicide et tentative de suicide. Et la différence entre direct et indirect, c'est quoi ? Alors, le féminicide direct, c'est un féminicide, on tue. Meurtre. Assassinat. Couteau, assassinat, empoisonnement. Et le suicide indirect, c'est le suicide forcé, ce qu'on appelle le suicide forcé. Le suicide par harcèlement. C'est-à-dire que, en fait, c'est une addition de petits procédés qui sont invisibles, qui sont terriblement insidieux. Et si vous prenez un procédé et que vous en parlez, les gens vont vous regarder, vont dire il t'a traité de mauvaise mère. Oui, c'est bon. Il t'a traité de mauvaise mère toute la journée. Il t'a pas forcé à se suicider. Voilà, dans votre livre, c'est ça va. Voilà, c'est pas si grave. Un truc incroyable, le silence. Le silence est un moyen de torture. J'ai découvert ça. Moi, j'ai vécu, donc ça me parle. Un type avec qui vous vivez, ou une femme, qui pendant des jours, ne vous parle plus. Ça s'appelle le silent treatment, le traitement silencieux. Et il ou elle a l'air énervé, en colère, comme si vous aviez fait quelque chose. Mais vous ne savez pas ce que vous avez fait. Donc vous vous dites, j'ai dû faire quelque chose, donc je suis coupable forcément. Mais pourquoi il ne me parle pas ? Et en fait, vous êtes un fantôme, vous n'existez plus. Donc vous additionnez le dénigrement, le traitement silencieux, le gaslighting. Bon, on y va. En fait, je voulais le faire plus tard, je voulais le faire après Bertrand Cantat et après Monique Olivier, mais allons-y, c'est très important, les mots pour le dire. Vous venez de citer un concept que j'ai découvert grâce à vous, le gaslighting. Et ça va parler, je pense, à beaucoup de gens. Racontez-nous, c'est quoi le gaslighting ? Alors, le gaslighting, pourquoi le gaslighting ? Parce que ça vient d'un film des années 40, dans lequel on voit un homme rendre une femme folle. Il la rend folle. C'est-à-dire qu'il lui fait perdre la raison. Il lui fait croire qu'elle est folle. Par exemple, il lui offre des bijoux, il les cache et il lui dit « mais tu les as perdus ». Par exemple, à l'époque, on est à Londres et l'éclairage se fait au gaz. C'est pour ça qu'on dit gaslighting. Et en fait, il monte et baisse l'éclairage au gaz et elle a l'impression qu'elle perd le sens des réalités. Ou alors, il va dans le plafond, dans le grenier et il marche en lui faisant croire qu'il y a un fantôme. Et cette femme croit qu'elle est folle. Et le gaslighting, c'est exactement ça. C'est l'inversion de la réalité. Dire à la personne avec laquelle on est qu'elle a fait ce qu'on vient de faire.
Par exemple, j'ai une femme, Maude, dans mon livre, qui se retrouve dans une situation de violence conjugale. À un moment, il y a une dispute, et le type la pousse dans la baie vitrée. Elle a failli passer à travers la baie vitrée. Et il lui dit mais non, mais c'est pas moi qui t'ai poussé dans la baie vitrée. C'est toi qui es tombé. Et si tu as des bleus, c'est parce que je t'ai retenu. Donc elle est dans un état de confusion mentale extrême. Elle ne sait plus si c'est lui qui a raison. Elle se dit ah bon, mais pourtant je ne sais plus. Et non seulement ça, mais elle va oublier l'épisode et elle ne le retrouvera que parce qu'à l'époque elle avait pris ses bleus en photo. Donc c'est une addition de petits procédés. Par exemple, le gaslighting, ça peut être aussi est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que notre relation aille mieux ? Une culpabilisation On larvée. culpabilise la victime en disant qu'elle est responsable. C'est elle qui est responsable. Mais avec des fake news insidieux, une distorsion de la réalité par petites touches, que quand il n'y a pas de témoin. Vous avez une autre victime qui s'appelle Claire, qui s'est suicidée également. Oui. Pareil, son conjoint qui s'appelle Anthony est un, attention je vais utiliser un grand mot, pervers narcissique. Pourquoi il faut plus trop utiliser ce mot ? Expliquez-nous. Alors, c'est pas qu'il faut pas trop l'utiliser, c'est qu'elle l'identifie. À un moment, elle se rend compte que sa relation ne va nulle part. Elle est prise, elle est engluée, on dirait une araignée dans une toile, mais vraiment. Hein. Et elle arrive à mettre un mot sur ce qu'elle vit en regardant sur Internet le profil du pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est une notion qui a été inventée par un psychologue qui s'appelle Racamier, qui est une notion très sérieuse. En 86, qui a été vulgarisée en France par Marie-France Irigoyen, qui a fait beaucoup de bouquins sur la violence conjugale et les mécanismes, notamment de la violence psychologique, qui est une violence invisible et insidieuse. Avec à chaque fois la perte d'estime de soi. C'est ce que vous racontez très bien, systématiquement. C'est ça. Et donc, Marie-France Irigoyen parle du pervers narcissique, et cette notion va se démocratiser. Et tout le monde va s'en emparer. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui est pervers narcissique. Alors, c'est quoi un vrai pervers narcissique ? Alors, pour autant, c'est une notion qui a été dévalorisée, mais c'est une vraie notion. On peut l'appeler pervers narcissique, on peut l'appeler... C'est pas une maladie, c'est pas dans le dictionnaire c'est pas dans le DSM, c'est pas dans le dictionnaire des maladies, c'est peut-être un trouble du comportement. On l'appelle aussi manipulateur. En tout cas, c'est un manipulateur. Un pervers, c'est quelqu'un qui jouit de faire du mal, m'a dit un jour un psychologue. En tout cas, qui ne ressent pas les émotions de l'autre et qui n'a aucune empathie. Un pervers narcissique, en fait... J'ai travaillé sur le concept et j'ai réussi à comprendre comment il fonctionnait en lisant énormément de choses et en parlant à l'un d'eux. Un pervers narcissique repenti, québécois. Ouais, un repenti. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une estime de soi très, très basse, qui en fait a un profond mal-être et qui va déplacer ce mal-être sur un objet, sur quelqu'un d'autre, qui est l'objet qu'il va choisir, qui est la victime qu'il va choisir, et il n'aura de cesse de déplacer son mal-être pour le mettre sur cette victime. Le pervers narcissique qui se dit être pervers narcissique, j'ai discuté, me disait j'étais un tueur d'étincelles dans les yeux. Dès que je voyais une étincelle dans les yeux de ma compagne, il fallait que je l'éteigne. C'est quelqu'un qui est dans la prise de pouvoir permanente. Il faut qu'il ait le pouvoir. Il me disait j'étais the king of the hill, j'étais le roi de la colline. Pas le roi de la montagne, le roi de la colline. C'est-à-dire qu'il dit un pervers narcissique, il faut qu'il puisse régner sur un petit royaume de 2-3 personnes, ça lui suffit. Et pour ça, il y a des outils dont l'ascenseur émotionnel. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, l'ascenseur émotionnel, c'est une alternance de chaud et de froid. C'est le chaud et le froid. C'est ce dont on parlait avec la boîte de Skinner. C'est le chaud et le froid qui crée l'addiction. Le chaud, c'est ce que vous appelez le love bombing. Ouais. Qu'est-ce que c'est le love bombing ? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand la victime se rend compte que c'est plus possible, quand ça devient insupportable, et ça devient très vite insupportable, vous essayez de partir. Et là, c'est le love bombing. C'est-à-dire que l'auteur va vous recouvrir d'amour. Il va arriver en disant « Je suis désolé, je le ferai plus jamais ». Il va vous acheter des fleurs, il va vous inviter au restaurant, il va vous dire « Personne ne t'aimera jamais autant que moi ». Et vous, si jamais vous avez un petit problème d'estime de vous-même, que vous avez peut-être pas vous avez un petit syndrome de l'abandon, peut-être pas été assez aimé quand vous étiez enfant, j'en sais rien. Il y a des petits terreaux comme ça qui sont le lit de ces choses-là. Et ben vous allez y revenir, vous allez être contente, vous y revenez.
Et sauf qu'il va redevenir insupportable après. Donc vous passez du chaud au froid en permanence. Le froid, c'est le traitement silencieux. Et le froid, c'est notamment le traitement silencieux, c'est le dénigrement, c'est en fait tout un tas de procédés qui détruisent de l'intérieur. Les femmes sont détruites de l'intérieur. L'image que j'ai, c'est comme une bombe à fragmentation qui vous détruit complètement. Vous n'êtes plus personne. Et il y a un terme médical qui sera notre dernier mot de ce lexique, c'est la dissociation pré-traumatique. Ouais, péritraumatique. Pardon, c'est la dissociation péritraumatique. Ça, j'ai découvert. C'était une consoeur qui travaillait sur la violence conjugale qui m'en avait parlé. Et j'ai commencé à regarder et je me suis dit, bon sang, c'est ça. Je le connais. C'est quoi ? La dissociation péritraumatique, ce que j'ai découvert, c'est que la violence conjugale, et notamment la violence psychologique, est une des sources de stress les plus importantes qu'on puisse subir. En dessous de la violence sexuelle, mais en dessous de l'inceste, mais c'est une des violences les pires. Pourquoi ? Parce que l'auteur est quelqu'un sur lequel, normalement, vous devriez pouvoir vous appuyer, en qui vous devriez avoir confiance. C'est votre amour, c'est votre amoureux, c'est votre conjoint. Mais vous ne pouvez pas avoir confiance. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas quand ça va se déclencher. Vous ne savez pas si vous allez passer une bonne journée ou une journée épouvantable. Quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas comment la journée va finir. Donc vous êtes dans un état d'incertitude. Et en fait, quand le cerveau subit du stress, des grosses sources de stress comme ça, le cerveau produit des hormones de stress, adrénaline et cortisol. On peut en mourir de stress. Quand la production d'adrénaline et de cortisol est trop grande, on peut en mourir, on peut faire des crises cardiaques, on peut faire des AVC. Le cerveau est une machine formidable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous protège. Donc, pour protéger, il fait une sorte de court-circuit. Il envoie des contre-hormones, des hormones du bonheur, notamment les endorphines, ou des substances qu'on appelle la kétamine-like. C'est des drogues dures. L'endorphine, c'est la drogue que produit le cerveau quand on fait du sport. Vous savez, au bout de 35 minutes, 25 minutes, là, tout d'un coup, vous êtes bien. Eh bien, il y a des sportifs qui deviennent tellement accros aux endorphines qui développent une maladie qui s'appelle la bigorexie. Ils courent ou ils font du vélo 4 heures par jour. Ils deviennent complètement accros. Et c'est la même chose. Et en fait, il y a certaines victimes, sous l'effet des endorphines, ne sentent plus, n'entendent plus. Elles sont comme anesthésiées. L'Assemblée nationale vient de supprimer ce qu'on appelle le devoir conjugal. Et vous racontez dans votre livre une personne qui, par obligation, son compagnon ayant envie de faire l'amour, elle a une dissociation. Elle se dissocie totalement. Elle se laisse faire, mais elle n'existe plus dans son propre corps. En fait, c'est ce qu'on appelle la décorporalisation. Elle se voit comme si elle était au-dessus d'elle-même. Elle se voit faire cet acte que l'homme lui impose. Elle n'est plus là. Elle n'entend plus. Elle n'est plus là et elle se laisse faire. C'est un viol conjugal. Elle ne va pas conscientiser pendant des années qu'elle est victime de viol conjugal. Et en fait, la dissociation cesse quand l'homme sort de la pièce. Tant qu'il est là, elle est dissociée. C'est terrible, la dissociation, parce que c'est un enfermement. Parce que vous ne vous rendez plus compte de ce qui se passe. Moi, j'ai vu dans mon entourage une femme en état de dissociation. Il se passait quelque chose d'insupportable. Elle n'était pas là. Elle regardait par la fenêtre, elle avait un sourire, elle n'était plus là. C'est fascinant à voir. C'est incroyable. Moi, je sais, pour l'avoir vécu, que la dissociation est ce qui empêche les femmes victimes de violence et les hommes victimes de violence de se révolter. Parce qu'ils ne sont plus dans leur corps. Où leur corps est là et leur esprit est ailleurs, pour supporter l'insupportable. Du coup, ils sont liés. Du coup, ils sont prisonniers. Prisonniers de leur bourreau, mais prisonniers d'eux-mêmes. Et le côté pervers de la chose, c'est que non seulement ils ne réagissent pas, ils devraient fuir, ils restent, ou elles restent, mais en plus, ces endorphines, c'est comme des drogues, c'est des substances. C'est des substances que le cerveau balance en accès libre. Eh bien, on a envie d'y revenir. C'est ça l'addiction. Et grâce à vous, on peut poser des mots entre médicaux et très précis. Oui. Et il y a deux mots qu'il ne faut plus utiliser et qui nous amènent à l'affaire Bertrand Cantat. Le crime passionnel n'existe pas. Bah non, parce que c'est pas de l'amour, c'est pas de la passion. C'est du contrôle, c'est de l'emprise.
C'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. Évidemment, c'est pas de l'amour. Il y a 2 affaires dans l'affaire Contat. Il y a évidemment l'affaire Trintignant, dont on ne va pas reparler aujourd'hui, qui a été largement explorée, et une affaire, le 10 janvier 2010, Christina Radi, qui est la femme de Bertrand Cantat, la mère de ses enfants, elle est retrouvée pendue par son plus jeune fils de 12 ans, qui découvre le corps, alors que Bertrand Cantat, lui, dort à l'étage en dessous. À l'époque, l'enquête est classée, déjà. Pourquoi 2 fois. 2 fois, exactement. À 2 reprises. Pourquoi si vite? Et où en est l'enquête aujourd'hui? Alors, pour revenir aux origines, moi j'ai couvert l'affaire Cantat en 2003, pour aller vite. La mort de Marie Trintignant. La mort de Marie Trintignant. Et en 2024, j'ai été contactée par des consoeurs qui m'ont demandé de témoigner en tant que journaliste ayant suivi l'affaire Cantat dans une série Netflix sur Cantat. C'est un véritable phénomène de rockstar à tueur, le cas Cantat. Zoé Debussière, Karine Dufour, Anne-Sophie Jeanne et Nicolas Lartigue, je les cite, parce que c'est un très grand documentaire et qui a réactivé la justice. Voilà. Donc on va prendre le temps d'expliquer ça, parce que vous êtes dedans. Voilà. Oui. Okay. Donc j'accepte de témoigner, et du coup j'ai beaucoup travaillé cette interview, j'ai travaillé pendant des jours, et je me suis remise dans... Ils m'ont demandé de me remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Donc je me suis remise dans l'état d'esprit de l'époque, et j'ai revu Marie Trintignant, mais j'ai revu surtout Christina Radi, qui est passée complètement sous les radars. C'est-à-dire que 7 ans après la mort de Marie Trintignant, la femme de Bertrand Cantat, la mère de ses enfants, se suicide par pendaison. 7 ans. Et quand ça se passe à l'époque, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. On se dit, oh là là, quand même, pauvre homme, il n'y a pas de chance avec les femmes, grosso modo. Moi, je me dis ça. Sauf que je vais avoir mon histoire de violence conjugale en 2017, et je suis sur Internet, et je cherche. Et en cherchant, je tombe sur un message que Christina Radi a laissé sur le répondeur de ses parents 6 mois avant de se suicider. 7 minutes 33 secondes, le message, où elle décrit avec une assez grande précision le harcèlement physique et moral dont elle est victime de la part de Bertrand Cantat. Alors qu'au procès Trintignant, elle est venue témoigner que jamais il ne l'avait violentée. Elle l'a sauvé. Au procès Trintignant, il aurait été condamné à une peine beaucoup plus lourde si elle n'avait pas dit « Je n'ai jamais été victime de violence de la part de Bertrand Cantat ». Et donc, ce message sur le répondeur de ses parents, moi, je m'effondre quand je l'entends, parce qu'il y a dans ce message des choses que j'ai vécues. Du style, il a cassé mes lunettes, il a cassé mon téléphone. Vous savez, dans les violences conjugales, le téléphone, c'est le lien avec l'extérieur. C'est la chose... À la fois, c'est la chose qui vous lie à l'agresseur, qui fait qu'il peut vous appeler toutes les 5 minutes quand vous êtes à l'extérieur, pour vous faire revenir, mais c'est aussi le lien qui permet d'appeler ma mère ou ma meilleure amie parce que j'en peux plus pour me sauver. Donc souvent le téléphone, moi je sais que c'est ça parce que je l'ai vécu. Le téléphone, il est perdu, il est cassé, on croit qu'il est perdu, mais en fait il a été jeté. Et le téléphone, c'est ce qui disparaît, c'est un des indices de la violence. Et donc vous l'avez vécu. Ça me parle énormément. Et je témoigne dans cette série documentaire, et cette série documentaire revient pour la première fois sur ce qui était passé totalement sous les radars, l'affaire Christina Radi. Et les archives sont incroyablement cruelles, mais pour tout. Pour l'utilisation du crime passionnel, pour les journalistes de l'époque, Lio, la chanteuse qui était très très seule. Alors, les journalistes de l'époque dont je fais partie, ils étaient les représentants de l'époque. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un regard d'une époque qui n'a pas... qui ne conscientise pas qu'une mort dans un couple est un féminicide, qui pense que l'amour peut tuer. C'est un crime passionnel, on y revient. Voilà, alors que c'est pas de l'amour. C'est une énorme star, il y a un côté un peu romanesque, un peu de légende noire, et avec le recul... avec le recul, c'est un homme, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tous les indices de la violence, c'est-à-dire qu'il contrôle, il isole, il harcèle, tout ça c'est dans les dossiers. Il est présumé innocent, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sans diffamation ? Alors, plusieurs choses. Après la mort de Christina Radi, après son suicide, 2 plaintes ont été déposées. En 2013 et en 2018. Elles ont été déposées
par le dernier compagnon de Christine Harady, qui était François Sobadu, qui s'est également suicidé. Avant son audition, il y a quelques mois. On y reviendra. Et donc, ces plaintes sont déposées. Sobadu désigne une avocate qui s'appelle Yael Melloul, qui connaît le suicide forcé parce qu'elle a failli y passer elle-même. Elle a vécu la violence conjugale elle-même. Elle dépose plainte avec l'enregistrement du message de Christine Harady à ses parents. Et l'enquête est refermée très vite. En 2013, elle est refermée. En 2018, elle est refermée. Moi, je trouve que c'est inconcevable quand on connaît le message de Christine Harady à ses parents, quand on connaît le contenu. Elle dit qu'elle va y passer. Hein. Elle dit Bertrand est fou, elle dit ce qui s'est passé en 2003 avec Marie Trintignant est en train de se repasser aujourd'hui. Enfin, elle raconte la mort qui vient. Elle raconte ça. Et la justice n'enquête pas. Et la justice ne se pose pas de questions. Moi, je trouve ça extrêmement troublant. Vous avez cette phrase très puissante. La justice est humaine. Elle dépend de ceux qui la rendent. Absolument. Parce qu'il y a eu un changement de magistrat. Ouais. Et il y a eu ce docu Netflix. Et où en est l'enquête aujourd'hui ? Alors, le docu Netflix, il permet de faire avancer les choses parce qu'il va lever le voile. Le travail de mes consoeurs et confrères va permettre de démontrer que non seulement Christine Harady a laissé un message, mais à la même époque, elle n'a pas porté plainte, mais elle a été à l'unité médico-judiciaire de Bordeaux pour dire qu'elle avait subi de la violence conjugale de la part de Bertrand Cantat. Elle avait le cuir chevelu décollé. Elle avait des hématomes, le cuir chevelu décollé. Ça veut dire qu'il l'a tiré par les cheveux. Enfin, c'est invraisemblable. Et donc, on n'a pas le rapport, mais... il y a un témoin. Il y a un témoin, une infirmière ou un infirmier qui reste anonyme, qui a vu ce rapport et qui a dit ensuite, c'est passé par Yael Melloul, et qui est allé raconter à l'équipe du documentaire que Christine Harady avait subi cette violence conjugale. Donc 6 mois avant de se donner la mort. Et donc cet élément nouveau, plus quelques autres témoignages, celui de François Sobadu, qui est encore vivant à l'époque, celui de la baby-sitter de Bertrand Cantat, des enfants de Bertrand Cantat et Christine Harady, mais essentiellement ce rapport médical va intéresser la justice et va arriver l'année dernière, en 2025, un nouveau procureur au tribunal de Bordeaux, qui s'appelle Renaud Godel, qui vient de Nantes, où il a créé une unité sur les violences intrafamiliales, qui est donc sensibilisé aux violences intrafamiliales. Et lui va rouvrir une enquête pour violence volontaire contre personne dénommée, donc à l'encontre de Bertrand Cantat, pour le suicide de Christine Harady. Mais à quel moment c'est à Netflix de faire cette enquête, en fait ? Parce qu'en plus, il y a l'opinion publique, parce que le docu a cartonné. C'est quand même fou, non, qu'il ait fallu ce docu pour qu'un procureur réouvre l'enquête ? Oui, ce qui, moi, me rend dingue, c'est que la justice n'ait pas fait le boulot à l'époque. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des pressions ? Est-ce qu'il y a eu une cécité ? On ne connaissait pas à l'époque le terme la notion de suicide forcé. La notion de suicide forcé, de harcèlement dans le couple qui mène au suicide, elle rentre dans la loi 10 ans après la mort de Christine Harady. C'est Yael Melloul qui fait voter cet article après le Grenelle des violences conjugales. En référence, en pensant à Christine Harady. Cette loi a été votée en pensant à elle. Pour autant, on ne pourra jamais dire, et je ne peux pas dire, je suis soumise à diffamation si je fais ça, que c'est du suicide forcé, la mort de Christine Harady. On ne peut pas et on ne le fera pas. Parce qu'elle est morte 10 ans avant. Donc sa mort est antérieure au vote de la loi. Mais cette loi a été votée en pensant à elle. Et donc aujourd'hui, les faits n'ont pas été ouverts pour suicide forcé, mais pour violence volontaire. Est-ce qu'il n'y a pas prescription parce que les faits ont plus de 15 ans ? Est-ce que les gens vont parler ? Parce qu'il y a une omerta dans cette affaire. Vous appelez les gens, ils ne vous parlent pas. Ils ont l'air terrorisés. De qui, de quoi, je ne sais pas. Mais il y a une omerta. C'est extrêmement difficile de faire parler les gens. Vous demandez quoi maintenant, vous, à la justice, en tant que
experte, femme qui l'a vécu indirectement, Oui. enfin directement, pas jusqu'au suicide forcé, sinon on ne serait pas là pour en discuter. Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui ? Moi, j'aimerais bien que la justice se forme les magistrats et les enquêteurs aussi, parce qu'il y a une formation, mais elle est très parcellaire. Yael Meloul, l'avocate, fait des formations aux gendarmes, 2 heures par mois, gratuitement, au suicide forcé. C'est les seuls. Il n'y a pas de formation à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, il n'y a pas de formation des policiers. Je pense que la moindre des choses, vu les mécanismes qui sont à l'œuvre, la complexité des mécanismes qui sont à l'œuvre, je pense qu'il faudrait qu'en contrôle continu, en formation continue ou en formation initiale à l'École nationale de la magistrature, il y ait une formation au mécanisme du suicide forcé. Que les magistrats comprennent que les femmes qui font des tentatives de suicide sont en danger. Elles sont en danger d'elles-mêmes. C'est ce que dit tout le temps Yael Meloul. Elles sont en danger d'elles-mêmes. Parce que ce qu'elles vivent est tellement insoutenable, parfois elles sont tellement isolées, que la seule façon de cesser cette souffrance, c'est de mourir. C'est le passage à l'acte, c'est le suicide. Il y a la police, notamment cette phrase « Madame, ça va, on va pas faire des histoires pour une engueulade de couple que vous ne voulez plus jamais entendre ». Bien sûr. Il y a la justice, on vient d'en parler. Et puis il y a aussi comment on forme, qu'est-ce qu'on dit, quels conseils on peut donner à ceux qui nous écoutent ou nous regardent et qui pensent qu'un de leurs proches est dans cette situation, dans la situation de Claire. Marie-Hélène Fourtier, c'est sa maman. Sa fille Claire s'est suicidée en février 2020, donc juste avant le vote de la loi dont on parle. Elle avait 29 ans. Ils se sont rencontrés sur un rond-point, ils étaient gilets jaunes, les deux avec Anthony dont on parlait tout à l'heure. Elle est donc décédée. On comprend l'entourage qui est informé mais qui n'arrive pas, qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux amis, aux parents, aux frères et sœurs d'une personne sous emprise? Là. Je me suis beaucoup posé la question parce qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Ce que je conseille, c'est très déstabilisant d'être avec une victime de violence conjugale parce que on ne peut pas aller porter plainte à sa place. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'elle qui peut aller porter plainte. On la voit aller et revenir, on ne comprend pas, on lui en veut. Tu l'avais dit que tu allais le quitter. Pourquoi tu reviens avec lui ? Mais bien sûr, mais c'est incompréhensible. C'est pour ça que moi je me suis dit il faut que je témoigne, il faut que je raconte ce qui m'est arrivé parce qu'il n'y a que les gens qui sont de l'intérieur qui peuvent expliquer ce qui arrive. Et donc, en fait, le seul conseil à l'entourage, aux familles, aux amis, c'est d'être là, de jamais se décourager. Bien sûr que vous allez être découragé tout de suite, mais il faut être là et il faut dire. Il faut donner à lire des bouquins, celui de Marie-Francine Irigoyen, il y en a plein des bouquins sur les pervers narcissiques et sur la violence psychologique, le mien ou d'autres. Donnez à lire, parce qu'en voyant les témoignages des autres, les victimes vont s'identifier et elles vont comprendre. Et surtout, être là, ne jamais les abandonner et ne pas penser que ce sont elles les coupables, parce qu'elles ne sont pas coupables, parce qu'elles n'y peuvent rien. L'entourage s'énerve souvent. Maintenant, il y en a marre de ton histoire. Là. Maintenant, on n'en peut plus de toi. Et le fait que l'entourage ne comprenne pas la victime, que l'entourage se coupe et s'en aille, va faire que la victime va être isolée. Elle va se sentir seule. Et c'est dans les moments où la victime se sent complètement seule, où la justice ne l'entend pas, où les plaintes sont déposées et ne sont pas traitées, où les juges d'application des peines ne font pas leur travail, etc., etc. C'est dans ces moments-là que la victime peut passer à l'acte. Donc ça veut dire être là, écouter, ne pas se décourager. Donner des bons bouquins et être patient. Et être patient. Parce que, à force, moi j'ai des amis qui sont restés là jusqu'au bout. Ils avaient l'impression que j'entendais pas, mais j'entendais quand même. J'entendais. Et un jour, je me suis dit, tout ce qu'on m'avait dit, finalement, ça a fait son boulot et ça m'a poussé à me mettre entre les mains de la justice. Il y a une phrase clé qui vous a aidé à porter plainte, à vous libérer de cette emprise, qui pourrait inspirer ceux qui nous écoutent. Il va te tuer. C'est la phrase. Parce que je pensais pas courir un danger. Peut-être que je le courais pas. Mais oui, cette phrase, elle m'a fait bouger. Après, c'est un chemin très long, très compliqué, il faut le savoir. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Et souvent, le « il va te tuer », c'est par féminicide indirect, c'est par harcèlement et ça finit par un suicide forcé. Ça peut être un féminicide direct ou ça peut être un harcèlement qui débouche sur un suicide forcé. Il faut prendre ces situations extrêmement au sérieux
parce que au bout de ces situations, il peut y avoir la mort. Moi, vous me demandiez ce que je voudrais de la justice. Ce qui me rend dingue, c'est quand je vais en comparution immédiate, que je vois ou que je regarde des documentaires sur les comparutions immédiates et les affaires de violence conjugale. Je vois des magistrats qui sont intraitables face aux auteurs de violences conjugales ou de suicides forcés, qui vont leur dire « mais monsieur, vous vous rendez compte », etc. Au bout de ça, il y a quoi ? Il y a des condamnations à 8 mois avec sursis, ou 1 an, en dessous de... ou 1 an ferme, 8 mois ferme. Mais 8 mois ferme, ça veut dire qu'il ne va pas faire de prison. En dessous, en France, en dessous de 1 an ferme, on ne fait pas de prison, on a un bracelet, on a une peine de substitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête de ces gens-là, le sursis, c'est rien. C'est une non-condamnation. Il y en a un qui a dit « j'ai pas fait de prison, donc je n'ai rien fait ». Il y en a d'autres qui disent j'ai gagné. C'est-à-dire que s'ils n'ont que du sursis, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas condamnés. La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'ils se sentent surpuissants et qu'il va y avoir une autre victime et qu'ils vont continuer. Donc vous demandez aux législateurs d'augmenter le plancher pour faire des peines suffisantes pour que... Alors je ne demande rien parce que je ne suis pas... Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. Une avocate d'une des victimes que je suis, celles que j'appelle les survivantes, qui ont failli se suicider, qui ne sont pas passées à l'acte et qui m'ont beaucoup appris, son auteur qui l'a harcelée, elle l'a quitté. Et c'est là qu'ils deviennent les plus terribles, parce que c'est quand l'objet s'en va qu'ils ne peuvent plus vivre seuls, et donc ils harcèlent. Vraiment, ils harcèlent. Il l'a quitté, il est condamné à 8 mois. Donc 8 mois avec sursis, c'est rien, c'est que dalle. Et je dis à l'avocate, mais pourquoi il n'y a pas de prison ? Elle me dit, mais madame, les prisons sont pleines. Moi, je dis, tant qu'on n'aura pas pris la conscience de la dangerosité de ces gens-là, qui sont des tueurs ou des tueurs par procuration, parce que le suicide forcé, c'est un crime par procuration. C'est le crime parfait. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de témoin, la victime est l'auteur. Tant qu'il n'y aura pas une grande cause nationale, il ne se passera rien du tout. Le président Macron l'a décrété plusieurs fois, la grande cause nationale. Oui, mais il ne suffit pas de le décréter. Moi, ce que je vois, une fois, j'ai témoigné dans un colloque sur les violences faites aux femmes, la journée des violences faites aux femmes, là, en novembre, une journée par an, super. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, parce qu'il y avait tout un tas d'associations dans la salle, et curieusement, il n'y avait pas de représentants de la justice ni de représentants de la police, curieusement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'argent, énormément de moyens, énormément d'associations qui mettaient plein de choses au service des femmes. Sauf que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on va reloger les femmes qui sont obligées de quitter leur domicile pour fuir un conjoint violent. On va mettre des numéros sur des sacs à pain, ou on va faire un téléphone signe. grand danger, mais c'est quand même super qu'il y ait ça, non ? Oui, mais c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il faut Pourquoi on n'inverse pas ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi on n'inverse pas la chose ? Pourquoi on ne prend pas le mal à la racine plutôt que d'arriver trop tard ? Pourquoi on ne s'occupe pas des hommes violents ? Pourquoi on ne les arrête pas ? Pourquoi on ne leur met pas un stop au début ? Pourquoi on ne prend pas au sérieux tous ces signes ? Moi, je trouve que la justice n'arrive pas à détecter des gens qui sont potentiellement des tueurs directs ou des tueurs par procuration, parce que au bout de ces mécanismes-là, il y a la mort, il faut le savoir. Donc, si on prend la mesure des hommes violents, si on fait des vrais stages pour essayer de les obliger à conscientiser ce qu'ils font, peut-être qu'on aura moins besoin de mettre beaucoup d'argent pour essayer de reloger les femmes et de les soigner. Si on prend les choses à l'envers. Il nous reste 2 thématiques. La première, c'est qu'on va parler, vous êtes la plus grande spécialiste de Monique Olivier, la femme du tueur en série. Monique et Michel Fourniret. Mais avant, vous l'avez évoqué plusieurs fois en filigrane au cours de cet entretien, vous parlez aussi des hommes. Alors, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 31 en 2024, mais il existe aussi vraiment des hommes battus. Et là-dessus, j'aimerais que vous développiez quelque chose que je trouve passionnant, c'est le complexe de l'ours. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu le sentiment, parce que quand je travaille sur des enquêtes au long cours, comme ça, on me demande toujours sur quoi je travaille, donc je raconte, etc. Et à 2 ou 3 reprises, en parlant avec des copains,
qui m'ont rien dit, mais qui m'ont laissé entendre, je me suis dit, bon sang, il y a aussi des hommes. Et je suis partie à la recherche des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes victimes, des femmes pervers narcissiques ? Et j'ai trouvé dans un bouquin sur les pervers narcissiques, écrit par un sociologue, une somme, là, un gros bouquin comme ça, une association qui est une des rares associations qui accueille les hommes victimes. Parce que plein d'associations partent du présupposé que les hommes ne sont pas victimes, ils ne sont qu'auteurs, ils ne sont que harcelants. Et j'ai trouvé cette association, et la présidente de cette association, Chantal Paoli-Texier, dont le frère s'est suicidé, et elle a créé cette association pour ça, m'a dit, en fait, c'est le complexe de l'ours. La plupart de mes hommes victimes, dit-elle, sont des grands bonhommes. C'est des ours, des gentils nounours, tellement gentils. C'est des grands bonhommes. Elle me dit, ils me disent, mais si je réponds à sa violence et que je lui en mets une, mais je vais la foutre par terre et je vais partir au commissariat et je vais finir en prison. Donc je fais rien. Et elle me dit, en fait, il y en avait un, il se mettait en boule et il attendait qu'elle le tape et il se laissait taper. Et ce sont des gens qui, effectivement, ne savent pas répondre. C'est fou. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et ce qu'elle me disait aussi, et ce que j'ai retrouvé dans tous les témoignages d'hommes victimes que j'ai recueillis, c'est que ils sont très blessés qu'on ne parle pas d'eux. Ils sont profondément blessés. Et ils ne comprennent pas que personne ne s'intéresse aux violences qu'ils subissent. La violence psychologique, elle n'a pas de genre. Elle peut être la violence des hommes comme la violence des femmes. Et il n'y a pas de différence notable. Dans ce qu'on me raconte, dans ce que me racontaient les victimes, les mécanismes sont à peu près les mêmes. Et il y a un chiffre noir qui est celui des hommes victimes. On ne sait pas très bien, personne ne les a comptés, personne ne s'y est intéressé. Donc je sais que dans les victimes qui vont voir l'association, il y a à peu près entre 12 et 15% d'hommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes, quand ils cherchent de l'aide, la plupart du temps, ils ne sont pas crus, ils ne sont pas entendus, encore moins que les femmes. Donc je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce phénomène-là. Le seul chiffre que vous avez trouvé, c'est en 2024, 31 hommes décédés, a priori, sous les coups. Ce qu'on appelle les homicides. Voilà. Les homicides, il y a un double sens parce que homicide et féminicide. Au sens propre. Donc ça existe, c'est important de le dire. Oui. Ça existe. C'est 15%, mais c'est un vrai phénomène. Et il nous reste votre dernière thématique. Alors, elle, c'est un cas particulier parce que on découvre, et vous avez beaucoup travaillé dessus, que la femme de Fourniret, donc le tueur en série, était complice, était sous son emprise, on ne sait pas exactement sa psyché, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette femme ? Et les enquêtes, là, sont en cours, on continue à déterrer des cadavres. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette femme et de ce mécanisme d'emprise avec ce tueur en série ? Pour avoir beaucoup travaillé dessus, sur l'affaire, moi je pense que Monique Olivier, c'est quelqu'un qui au départ est sous emprise. Et une forme d'emprise qui est très particulière, c'est parce qu'elle se passe par écrit. Ils se rencontrent par lettres. Lui, il est incarcéré pour plusieurs agressions sexuelles, 16, c'est pas rien. Et elle lui écrit, il lui dit voilà, je suis là pour viol. Elle lui dit c'est pas grave. Et en fait, il y a un vrai mécanisme d'emprise qui se met en place avec le love bombing. Il la recouvre d'amour, des mots d'amour qu'elle a jamais entendus. Personne ne s'est intéressé à elle quand elle a l'impression d'être inintéressante, cette femme, quand elle est jeune. Et tout d'un coup, elle tombe sous ce type pour qui elle est une reine. Et puis, de temps en temps, il coupe. Il ne lui écrit plus. Et là, elle devient dingue. Elle est totalement accro à lui. Donc, pour moi, il y a vraiment un mécanisme d'emprise qui fait qu'elle est prête à tout pour le garder. Pendant mon enquête, j'ai interrogé des femmes qui ont connu Monique Olivier bien plus tard, qui l'ont connue en prison, qui ont été des co-détenues de Monique Olivier, notamment une femme qui était sa garde du corps. Parce que Monique Olivier, il faut savoir qu'en prison, quand elle était à la prison de Rennes, elle avait une sorte de garde rapprochée, de copine. Une était sa garde du corps pour pas qu'elle se fasse embêter par d'autres co-détenus. Donc elle avait des femmes très proches. Et ces femmes-là racontent
quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui prend du plaisir à raconter les enlèvements, les meurtres, à dire en rigolant, en parlant de la petite Estelle Mouzin, celle-là, ils la retrouveront jamais. Quelqu'un qui joue à qui est-ce au jeu. En parlant des victimes, alors la petite avec les couettes, c'est la petite Estelle Mouzin ou c'est l'autre victime, celle avec le pull rouge? Donc il y a quand même une espèce de... Il me semble que cette femme qui, au départ, est sous emprise, a été à l'école de la perversion, de la grande perversion qui est celle de Fourniret, et a fini par devenir une manipulatrice elle-même. Je ne dis pas qu'elle est passée à l'acte, on n'a aucun indice de ça, mais il y a aussi dans les rapports qu'elle a avec la justice une forme de manipulation. Elle pourrait tout dire. Non, elle garde des indices, comme ça on continue à s'intéresser à elle, elle continue à être au centre du jeu. Finalement, Monique Olivier, elle est devenue un personnage important à deux époques. Cette femme qui pensait qu'elle n'était personne parce qu'elle pense que sa mère ne s'est pas occupée d'elle et que son père préférait ses frères, finalement, elle est devenue importante quand elle a rencontré Fourniret parce qu'elle avait un rôle. C'était le rôle de l'appât. C'est elle qui a pâté les victimes et elle était complice. Et elle est devenue quelqu'un à une autre époque, c'est quand elle a été entre les mains de la justice, notamment entre les mains de Madame Kéris qui mène les enquêtes. Et là, elle a été au centre du jeu. Elle s'est retrouvée à nouveau personnage important. Public et important à la place de Fourniret. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé ». Dernière question, si on change les mots, est-ce que vous pensez qu'on va changer les morts ? Je pense que si on comprend les mécanismes, on pourra éviter des morts. C'est la compréhension qui permet de prévenir. C'est en sachant comment ça se passe que on peut comprendre et parler aux victimes et voilà. C'est peut-être pas les mots, mais la compréhension est essentielle. C'est vraiment un livre où on apprend des concepts. Vous avez un petit extrait avec le lexique où vous donnez la parole à de nombreuses victimes et où vous parlez de vous avec une très grande pudeur et une très grande force. C'était un bonheur de vous recevoir dans ce 7e numéro de Pour Info. Les 6 épisodes précédents sont à retrouver et sur l'application Radio France et sur YouTube. Regardez, par la magie de toute l'équipe, la musique part et les noms s'affichent en bas de votre écran. Voici toute l'équipe. Merci à chacun d'entre vous d'avoir co-créé cet espace, cette safe place. J'espère que vous êtes sentis bien. Vous êtes ici. Très bien. Bienvenue. Sur un sujet très compliqué. Merci. Je crois que vous n'avez pas beaucoup dormi avant de venir. J'espère que vous dormirez mieux. Non, c'est la mémoire traumatique, ça. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Rendez-vous le mois prochain pour le 8e épisode de Pour Info.